Donc pourquoi j'ai voulu ce tableau horizontal? C'est parce que je vais vous présenter l'octuple sentier à la manière dont on le présente dans le zen, c'est-à-dire en 3 divisions qu'on prononce kai, jo, e. Kai, jo, e, ça résume l'octuple sentier. Alors je vais détailler après, vous allez comprendre. Donc kai, ça veut dire tout ce qui est de l'ordre de l'action, du précepte. Dans l'octuple sentier, il y a parmi les 8 voies justes, donc, la parole, l'action et le mode de vie, c'est-à-dire la profession et la façon de vivre. Ces 3 aspects sont 3 aspects de l'octuple sentier qui correspondent à ce qu'on appelle kai, hein, les préceptes ou l'action. Donc, je vais le noter ici. Pour les diviser ça en 3 à peu près. Voilà, kai. C'est donc, dans l'octuple sentier, parole, action, donc action notamment corporelle, et mode de vie. Non, pas dans les cas. Si, Mode de vie, ça inclut surtout l'aspect professionnel. Jo, c'est la méditation. Et ça inclut dans l'octuple sentier l'effort, que en fait on traduit plutôt par énergie, l'attention, et la concentration. En sanskrit, c'est dhyana, hein, qui a donné chan, zen. Et enfin, la sagesse. La sagesse, on l'appelle e. Donc ça fait donc bien kai, jo, e. Moi, j'ai mis la sagesse au centre. Et la sagesse, ça relève des 2 premiers aspects de l'octuple sentier, c'est-à-dire la compréhension, et la pensée. Alors avant de détailler tout ça, je voudrais parler de la relation entre ces 3 éléments. Quand on parle de l'octuple sentier, on dit souvent que, en fait, ce n'est pas. Généralement, l'octuple sentier s'énonce de la façon suivante. Ça commence par la compréhension juste, la pensée juste. À chaque fois, il y a le mot juste. Hein. Ensuite, on parle de le 3e, 4e et 5e aspect de l'octuple sentier, c'est parole, action et mode de vie juste. Et enfin, pour arriver à la méditation, c'est-à-dire l'effort, l'attention et la concentration, ce que dans le zen on appelle jo, hein, concentration. Donc généralement, ça va dans cet ordre-là. Hein. Premier aspect de l'octuple sentier, deuxième, premier, la compréhension, deuxième, la pensée, troisième, ce qui est de l'ordre du karma, 3, 4 et 5. Et ensuite, les 3 derniers aspects de l'octuple sentier, 6, c'est l'effort, 7, l'attention, et 8, la méditation. Et on prend soin, généralement, quand on enseigne cet octuple sentier, de dire, en fait, ce ne sont pas 8 étapes successives, il n'est pas question de commencer par la compréhension juste, puis passer à la pensée juste, etc., jusqu'à arriver, finalement, à la méditation. En fait, ces 8 branches de l'octuple sentier doivent être pratiquées ensemble, simultanément. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le scotch ne tient plus. Hein? Le scotch ne tient plus. Ah, ne tient pas, zut alors. Ouais, ça c'est... Bon, alors je vais faire vite. Une fois qu'on aura vu le tableau, on n'aura plus besoin du tableau. Ça, c'est la preuve, en tous les cas, que ça n'abîmera pas le mur, parce que ça ne s'accroche pas. Mais on ne veut pas planter de punaise pour autant. Hein.
Donc, ce que je voudrais, c'est, pendant que le tableau tient toujours, c'est faire un peu les relations entre les trois. Dans le zen, on pense, dans toutes les écoles bouddhistes, on pense qu'il faut effectivement pratiquer les 8 aspects simultanément. Mais on donne plus ou moins de priorité à l'un ou à l'autre. Hein. Donc, dans le bouddhisme originel, on commence, c'est toujours la compréhension et la pensée. Hein. Il faut d'abord comprendre. Et la compréhension juste dans l'octuple sentier, c'est comprendre finalement les 4 nobles vérités. C'est la base. Comprendre qu'il y a de la souffrance, comprendre l'origine de la souffrance, comprendre que cette souffrance n'est pas une fatalité, mais qu'il y a remède à la souffrance, ce qui justifie le fait qu'ensuite il y a l'octuple sentier comme étant le remède à la souffrance, la voie, le chemin que le Bouddha a enseigné pour remédier à la souffrance et pour réaliser l'éveil. Donc, le Theravada, ce qu'on appelle injustement d'ailleurs le petit véhicule, commence par la compréhension. Et puis ensuite enchaîne sur la pensée juste. La pensée juste résulte de la compréhension juste. Et alors, autant la compréhension est plutôt de l'ordre de l'intellect, de la capacité de comprendre intellectuellement, notamment à travers l'étude des sutras, etc. La pensée juste, ce n'est pas une pensée intellectuelle, c'est la pensée inspirée par la compassion. Ça implique, la pensée juste, c'est la façon fond de sentir, de penser. Autrement dit, compréhension c'est la tête, pensée c'est le cœur. Et du point de vue du bouddhisme, mais je crois que c'est valable d'une manière générale pour toute sagesse humaine, il est fondamental d'équilibrer la compréhension et l'affectivité. Si jamais on n'est que dans la compréhension, comme ça arrive souvent dans les milieux bouddhistes, où on étudie beaucoup les sutras et on a une grosse tête et on comprend bien les choses, mais finalement on a un peu le cœur sec. Et à la limite, même, on va avoir tendance à être un peu méprisant pour les gens qui ne comprennent pas. Hein. D'ailleurs, il y a un nom spécial en sanskrit pour les gens qui ne sont pas initiés, qui ne comprennent pas. Hein. Au fond, voilà, c'est des gens un peu demeurés. Et alors que la compréhension juste, alors ça c'est du point de vue du grand véhicule, implique de comprendre fondamentalement notre non-séparation, la non-dualité entre soi et tous les êtres. Et donc s'il y a une compréhension juste, sagesse donc, sagesse ça veut dire comprendre l'impermanence, donc le non-attachement à un ego, et l'interdépendance, donc la non-existence substantielle d'un ego. Ça veut dire que l'éveil, le véritable ego, le véritable soi, qu'on pourrait écrire avec un grand S, c'est notre existence en totale unité avec tous les êtres. Et si on ressent réellement ça, pas seulement comme un concept de dire oui, on est en unité avec tous les êtres, etc., mais si on sent cette unité, forcément, on va avoir tendance à être compatissant, c'est-à-dire dans l'empathie, l'unité, ça veut dire être capable de se mettre à la place des autres, c'est pas juste théorique, hein, c'est vraiment concrètement, quand on est avec des êtres, on se met à leur place pour les comprendre. Et les comprenant, évidemment, si on comprend qu'ils sont dans la souffrance, dans l'insatisfaction, eh bien, la sagesse du cœur, pour le coup, va être qu'on va avoir un élan pour se demander et essayer qu'est-ce que je peux faire pour eux, qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, suivant l'enseignement du petit véhicule. On commence par la compréhension, ensuite on développe la pensée, juste, et ça conditionne, alors effectivement, après, tout ce qui est de l'ordre du karma, c'est-à-dire de l'action. L'action par la parole, l'action par le corps, quand on parle de l'action, là, c'est vraiment l'action corporelle, et puis le mode de vie. La parole, il y a différents aspects au niveau de la parole, mais quand dans l'octuple sentier, on parle de parole juste, et évidemment, c'est l'abstention de mensonges, c'est dire la vérité, mais c'est aussi éviter les paroles vaines, parler pour ne rien dire, ou parler pour se vanter, pour se mettre en avant. C'est souvent le cas, hein, quand les gens parlent, il y a des gens qui parlent plus fort que les autres, c'est toujours pour imposer leur point de vue et se faire reconnaître. Et, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de la parole juste, d'avoir une parole respectueuse des autres et qui ne cherche pas à se vanter. Évidemment, ne pas critiquer, ça c'est un aspect important de la parole juste, mais ne pas critiquer, c'est délicat cette histoire, je crois que j'en ai parlé la dernière fois.
Ne pas critiquer, ça ne veut pas dire radicalement pas critiquer, mais ne pas critiquer dans le but de rabaisser les autres, avec un certain mépris. On critique d'une manière agressive ou qui annule finalement la valeur de l'autre. Par contre, une critique qui peut se faire avec compassion et bienveillance, c'était une critique dans laquelle on parle gentiment à une personne en lui faisant remarquer peut-être qu'il y a quelque chose de pas juste dans son attitude et qui pourrait être amélioré. Mais à ce moment-là, la parole juste est toujours une parole de compassion et d'amour, et qui donc vise à permettre à l'autre de prendre conscience de ses erreurs et à s'améliorer. Normalement, un éducateur, il doit parler comme ça. Tous les gens qui enseignent, qui éduquent, ils ne doivent pas critiquer pour réprimer, mais critiquer pour éduquer, c'est-à-dire élever. C'est ça l'éducation. L'action juste. Alors l'action juste, c'est vraiment, on peut dire, au fond, tous les préceptes. C'est l'abstention de toute action néfaste. Alors on les présente sous un angle négatif, mais moi je trouve qu'on peut à chaque fois inverser le terme de négatif en positif. Je crois que j'ai déjà évoqué. Par exemple, l'action juste, ça inclut les 10 préceptes, donc ne pas tuer. Moi je le traduis systématiquement par protéger toute vie. Et donc, le premier précepte du zen, ça inclut tout l'aspect de l'écologie. Protéger toute vie, pas seulement s'abstenir de tuer des êtres humains, mais s'abstenir de tuer les animaux, ce qui, on ne va pas revenir là-dessus, mais implique normalement de réduire au maximum la consommation de produits animaux. Et puis, ensuite, ne pas voler. Et alors, protéger toute vie, pour moi, c'est aussi protéger la plus haute dimension de la vie, c'est-à-dire protéger ce qu'il y a de nature de Bouddha en chacun d'entre nous, donc de potentiel d'éveil. Et le protéger, ça veut dire aider les gens à s'éveiller à leur véritable dimension. Donc, évidemment, on ne peut pas être en train de prêcher le dharma constamment, mais on peut saisir les occasions de la vie quotidienne de provoquer ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, le Bodhaishin, c'est-à-dire, suivant les circonstances, il y a des gens qui, à un moment donné, vont être plus ouverts, plus disponibles pour entendre une parole qui va leur permettre de remettre en question leur manière de vivre ou leur manière de penser et peut-être s'engager dans la voie, le chemin de l'éveil, la voie spirituelle. Et donc, ça fait partie aussi donc, de la parole juste. Et de l'action juste plutôt. Ensuite, le mode de vie. Le mode de vie, généralement, on traduit immédiatement par profession. Comment on subvient à ses besoins, par quelle activité professionnelle. Et évidemment, là, immédiatement vient le fait qu'on doit exercer un métier qui ne provoque aucune nuisance. Donc, un métier qui soit plutôt bénéfique. Alors, généralement, d'ailleurs, ça fonctionne dans le zen de telle sorte que beaucoup de gens qui arrivent dans le zen avec tout leur passé et donc leur formation et leur vie professionnelle déjà établie, souvent, on voit des gens qui, ayant une vie professionnelle finalement qui n'a pas grand sens par rapport à la pratique de la voie spirituelle, finissent par évoluer et changer de métier. J'ai vu beaucoup de gens, ça a été mon cas d'ailleurs, moi j'étais dans les affaires, commerce international, et bien à partir de la pratique du zen, j'avais vraiment plus envie de faire ça. Et donc j'ai fait toute une formation de psychothérapeute, etc., parce que je me semblait que d'être psychothérapeute, c'est plus utile que de vendre des produits de Rhône Poulenc. Et j'ai vu autour de moi beaucoup de gens faire ça, évoluer de cette manière-là. Et puis même dans la profession qu'on exerce, il y a différentes manières d'exercer la profession. On peut le faire simplement comme un gagne-pain, mais on peut le faire en s'investissant notamment dans l'aspect relationnel. Dans toute profession, c'est rare qu'on travaille tout seul. On est dans l'interdépendance avec les autres. Et dans cette interdépendance, on peut mettre l'accent sur l'aspect compassion et bienveillance, et aussi provoquer des éveils auprès des autres. Enfin, alors dans le mode de vie aussi, il faut inclure, ça c'est très important je trouve pour la pratique du zen, il faut inclure un mode de vie qui laisse la place importante à la pratique de la voie, c'est-à-dire à la capacité de venir le matin faire zazen au dojo, et donc, et surtout si on a reçu l'ordination de Bodhisattva, et encore plus si on devient moine, ça implique
de mettre la priorité sur la pratique de la méditation, qui est la source de tout, le zazen, avec la sangha, dans le dojo. Et donc, le mode de vie juste, c'est une vie qui est organisée, pas autour du zazen, mais en faisant une place importante au zazen, et en ne prétextant pas le travail, la famille, pour ne pas pratiquer. Mais essayer d'organiser les choses, alors chacun à sa manière, hein, mais trouver le moyen de se rendre plus disponible pour la pratique avec les autres. Ça fait partie aussi du mode de vie juste. Et puis enfin, donc, toujours dans la perspective du bouddhisme originel, il y a tout ce qui relève de la méditation, et c'est intéressant de voir qu'ils mettent en premier l'effort, c'est-à-dire l'énergie, et effectivement, ça rejoint ce que je venais de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour pratiquer. Il y a une inertie naturelle, des habitudes, qui font que, même si on est convaincu que c'est bien de méditer, ça passe souvent après le reste, quand on a le temps. Voilà, ça fait partie des loisirs presque. Alors que si on est vraiment convaincu de la pratique de la voie, on va essayer de mettre le zazen en priorité, et donc ça nécessite un certain effort. Et donc aussi dans la pratique même du zazen, il faut mettre de l'énergie. L'énergie dans la posture, et généralement l'énergie en tant qu'effort juste, dans le petit véhicule, dans le Theravada, c'est enseigné de 4 façons. Il y a l'effort. Quoi ? Non, je crois qu'on ne peut rien faire. Ah oui, un peu quand même, tu as raison. L'effort est généralement présenté et analysé de la manière suivante. On dit qu'il faut faire effort, c'est-à-dire mettre de l'énergie pour ne pas laisser apparaître des mauvais états d'esprit négatifs. Si un état d'esprit négatif apparaît qui est susceptible de nous faire agir mal ou parler mal, eh bien, il faut essayer, une fois qu'il est apparu, de le faire disparaître, de l'arrêter. Et puis ensuite, l'énergie, c'est aussi d'essayer de provoquer un bon état d'esprit. Et l'ayant provoqué, s'efforcer de le développer, de le nourrir, de le développer, de l'entretenir. Et donc, voilà, traditionnellement, dans le bouddhisme, on présente l'effort sous ces 4 angles. Hein. Dans le zen, on parle beaucoup de l'énergie, mais ça revient au même, c'est-à-dire où est-ce qu'on met l'énergie finalement ? Nous ne sommes qu'énergie à la fin. Nous vivons parce que nous sommes l'énergie. Tout ce qui nous constitue, les particules de notre corps, c'est les particules d'énergie. Comment on utilise cette énergie que le cosmos nous a donnée, nous a permis de naître et de vivre? Ça, c'est la grande question. C'est la question du sens de la vie, finalement. Hein? Nous sommes énergie, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, cette énergie? On peut l'utiliser pour de mauvaises choses ou pour de bonnes choses. Donc, c'est une réflexion à avoir, évidemment. Chacun pour soi-même. L'énergie en premier. Donc alors que l'effort évoque généralement, en plus, quand on est enfant, nos parents nous disent toujours qu'il faut faire des efforts, faire des efforts. Et alors, on a tellement entendu ça que c'est un peu énervant, quoi. On n'a plus envie de faire des efforts, alors que c'est la base de tout, mais il faudrait plutôt dire, mettre ton énergie dans de bonnes choses. Ensuite, l'attention. Alors l'attention, je crois qu'on fera un jour un atelier là-dessus, parce que c'est fondamental, le Bouddha le développe beaucoup dans ce qu'il a appelé le Satipatthana Sutra. Sati, ça veut dire l'attention. Donc c'est le 7e aspect de l'octuple sentier dont on parle aujourd'hui. Et Sati, c'est dans le Satipatthana, le Bouddha, alors je ne le développerai pas beaucoup parce que je vais le faire une autre fois, mais décrit la pratique de l'attention juste de 4 manières. C'est l'attention au corps d'abord, que l'on pratique en zazen, et inclut beaucoup l'attention à la respiration, qui est fondamentale. Récemment, j'ai fait des kusen là-dessus en disant que vraiment, si on est attentif à sa respiration, on développe une grande vigilance, une grande présence d'esprit dans la vie quotidienne, et ça permet de prolonger le zazen au quotidien. On n'est pas obligé d'être dans une posture spéciale pour bien respirer. On peut respirer en marchant, en étant au bureau, conduisant sa voiture. Au fond, la vie, c'est le souffle, hein, et le souffle, donc ça veut dire qu'à chaque instant, on respire. Donc à chaque instant, on peut pratiquer l'attention à la respiration, et donc développer une grande vigilance, une grande attention à la vie de chaque instant, et ne pas se laisser perturber par nos pensées. Dès qu'on revient au souffle, eh bien, si on avait des pensées parasites, même si vous avez des soucis dans la vie quotidienne, des choses qui vous obsèdent et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, eh bien, au lieu d'essayer de supprimer les pensées préoccupantes, revenez simplement à votre respiration. Et si en plus vous revenez à la respiration comme on l'enseigne dans Zazen, c'est-à-dire en centrant l'énergie de l'expiration dans le hara, hein, sous le nombril, là, immédiatement on sent un apaisement s'établir dans l'esprit et dans les émotions. Aussi bien le mental que le cœur s'apaise lorsqu'on est concentré dans le hara, dans
dans l'expiration, dans ce qu'on appelle le Kikai Tanden, l'océan de l'énergie. Et donc, le 8e aspect de l'octuple sentier, c'est la concentration. J'en ai parlé un petit peu rapidement la dernière fois aussi. Je ne veux pas revenir là-dessus, parce que moi, l'histoire des 4 étapes de dhyana dans l'enseignement traditionnel, bouddhisme originel, ça ne me plaît pas beaucoup. Parce que dans le zazen, au fond, ces 4 étapes sont incluses dans chaque instant de pratique. Mais au fond, ce que signifient les 4 étapes de dhyana, c'est qu'à chaque étape, on lâche prise d'avec un certain type de pensée et d'attachement. Le côté des pensées émotionnelles, par exemple, et des préoccupations de la vie quotidienne, c'est ce qu'on lâche en premier. Ensuite, on va lâcher l'activité intellectuelle, l'activité de réflexion. Pendant zazen, on ne cogite pas. Et puis, du coup, ayant laissé tomber ces 2 premiers genres d'activité de l'esprit dans la méditation, finalement, on ressent de la paix, de la joie. Et cette joie étant une émotion qui peut être transitoire, on s'efforce également de ne pas s'attacher à cette émotion de joie qu'on peut ressentir en zazen, et finalement d'arriver à un état d'équanimité, c'est-à-dire ni joie excessive, ni douleur, voilà, un état d'esprit en équilibre. On peut ressentir de la joie, mais on ne s'attache pas à la joie. On peut ressentir de la douleur, mais on ne s'attache pas à la douleur. Autrement dit, ça rejoint toujours les consignes que je donne dans zazen de laisser passer, d'être pleinement conscient de ce qui arrive, de ce qui surgit, mais de ne pas s'y attacher, pas demeurer, laisser passer. Donc finalement, on voit que la méditation dans le bouddhisme Theravada est enseignée avec cette histoire de 4 étapes de dhyana. Dans le zen, on ne parle pas des 4 étapes, mais on les pratique d'une certaine manière et constamment. Tantôt un aspect, tantôt l'autre, mais finalement, au fond, le zazen, c'est vraiment, ça mérite le nom de dhyana, autant que chan et dhyana, c'est vraiment la méditation, comme l'enseignait le Bouddha. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a vu en quoi consistait chacun des aspects de l'octuple sentier, on peut se demander quelle est la priorité. J'avais dit au début que dans le bouddhisme traditionnel, on dit toujours qu'il n'y a pas de priorité, et qu'on peut pratiquer tout ça ensemble. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, dans le zen, on donne quand même une certaine priorité. Dans la tradition bouddhiste, en général, on commence par les préceptes. Parce qu'on dit, si kai, précepte, c'est-à-dire parole, action, mode de vie juste, n'est pas établi, eh bien, ce non-respect des préceptes et d'un mode de vie juste va empêcher une pratique correcte de la méditation. Donc, les préceptes, c'est au fond créer les conditions, l'atmosphère mentale, propice pour pouvoir pratiquer la méditation juste. Et ça a une certaine vérité, évidemment. Et quand on veut pratiquer le zazen, il faut essayer d'avoir un mode de vie qui soit le plus régulier, le plus stable, avec le moins de perturbations possibles, parce que sinon les perturbations de la vie quotidienne vont effectivement se refléter dans le zazen et créer un zazen agité, un zazen tourmenté, ce qui n'est pas souhaitable. Par exemple aussi, ça veut dire très attention à ce que l'on absorbe, je voulais dire ce qu'on observe, mais justement, ce que l'on absorbe en observant. C'est-à-dire que tout spectacle, par exemple, on a toujours dit que les moines ne devaient pas assister à des spectacles violents, et si on assiste à de la violence, soit on agit pour essayer de l'arrêter, cette violence, mais sinon on se détourne. Il faut éviter les spectacles violents. Alors notamment, ne parlons pas des films, de la télévision, qui montrent souvent de la violence, parce que ça imprègne véritablement l'esprit, et cette violence, ça devient des graines dans le mental, et c'est pas bon. Déjà parce que dans certains cas, je ne pense pas que ça soit le nôtre, mais chez les jeunes notamment, la violence peut inciter, parce que pourquoi les jeunes aiment la violence? Parce qu'il y a aussi en eux une espèce d'énergie qui aurait besoin de s'exprimer, et souvent ils aiment se battre, ils aiment les jeux notamment des garçons, c'est d'avoir des revolvers, jouer au cow-boy. Bon, on sent qu'il y a ce désir-là, et il ne faut pas le favoriser. Il ne faut pas le favoriser, c'est pas très bon. Il vaut mieux faire du judo si on a envie d'exprimer son énergie d'une façon un peu violente, mais douce en même temps. Donc, à propos de la priorité, oui. Donc, dans le zen, on considère qu'il faut commencer par
la méditation. Et pour ça, vraiment apprendre à canaliser son énergie pour, déjà pour se lever le matin, pour aller au dojo, dans le dojo pour prendre la posture juste et ne pas se relâcher. Rester vraiment avec toujours une posture énergique. C'est valable également pour le samu. Ne pas être paresseux, mais au contraire, faire ce qu'il y a à faire. Même chez soi, bon, si on est très fatigué, il faut se reposer. Mais en général, il faut éviter de laisser les choses aller négligemment, donc de l'énergie dans tout ce que l'on fait. L'attention, j'en ai parlé déjà, et la concentration aussi. Donc c'était juste pour dire pourquoi dans le zen on met la méditation en premier, parce qu'au fond, c'est à partir de la méditation que peut apparaître la compréhension juste. Et avec la compréhension juste viendront naturellement la compréhension des préceptes, la nécessité de les suivre, et même à la fin, l'inutilité des préceptes. Parce qu'avec la compréhension juste, on ne peut plus faire autrement que d'agir d'une manière juste, de parler d'une façon juste. Et donc, on n'a plus besoin même de se référer aux préceptes. Donc, voilà la raison pour laquelle, dans le zen, c'est la méditation en premier. Dans d'autres écoles, on pense que c'est la compréhension, qu'il faut d'abord comprendre pour être motivé. Comprendre, c'est-à-dire comprendre les 4 nobles vérités. Et c'est vrai que c'est important de comprendre, c'est fondamental même. Dans la vie, on n'est pas satisfait souvent, il y a de la souffrance, et vraiment s'appuyer sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous rend insatisfaits, pour stimuler notre esprit d'investigation. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas content de ma vie? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est un peu, au fond, le point de départ. Le Bouddha lui-même a été choqué par les spectacles dont ils sont archi connus, les 3 spectacles, un malade, un vieillard, un mort. Donc ça l'a choqué, ça l'a frappé, on lui avait caché ces réalités de l'impermanence, et c'est ça qui l'a décidé à entrer dans la voie. Donc, la compréhension, c'est vraiment la compréhension qu'a eu le Bouddha, qu'il y a de la souffrance dans la vie, mais que cette souffrance n'est pas une fatalité. Ça, c'est très important, parce que sinon, on dit c'est comme ça, de toute façon, dans la vie, il y a de la souffrance, et on est un peu fataliste, pessimiste, ou alors on développe une philosophie stoïcienne. Il y a de la souffrance, mais on va apprendre à résister à la souffrance. Voilà, c'est pas mal, mais ce n'est pas le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est de remédier à la souffrance, ce n'est pas d'avoir une attitude stoïque face à la souffrance. Et donc, il faut la comprendre. Et puis, on a vu tout à l'heure que cette compréhension aboutit à une pensée juste. Et pensée juste, encore une fois, ça va être la pensée qui fait que, ayant compris nous-mêmes ce qui nous fait souffrir, on va être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, la pensée juste, c'est aussi l'empathie, la capacité de deviner ce qui est dans l'esprit de l'autre. Et donc, ce qui va stimuler la compassion, la bienveillance. Quant au précepte, au kai, c'est souvent considéré comme le préalable. Parce que si on n'a pas un mode de vie juste, si on ne respecte pas les préceptes, si on agit mal, eh bien on va créer tellement de mauvais karma dans sa vie que finalement on va être trop perturbé pour même avoir envie d'entrer dans la voie. Et si on pratique la voie tout en ne respectant pas les préceptes, par exemple si on se drogue, on met des Shimaru au début a eu des problèmes parce qu'il est arrivé à l'époque des hippies, avant 68, en 68 exactement, il a commencé à cette époque-là, et il y avait énormément de gens à l'époque qui fumaient du hashish. D'ailleurs, je crois qu'il y en a autant qui en fument maintenant, mais on en parle beaucoup moins dans le zen. Mais à l'époque, c'était d'ailleurs intéressant, c'était beaucoup de gens qui étaient des adeptes du hashish, qui sont venus au zen. Sans doute, ils espéraient trouver dans la méditation une manière d'avoir une pensée moins ordinaire et chercher un état d'esprit spécial. En tous les cas, Madai Shimaru a combattu vraiment violemment cette propension à absorber des drogues, et certaines fois, il a carrément confisqué les gens les drogues qu'amenaient les gens. Ils arrivaient au dojo avec du hashish, et puis alors, ça s'est terminé, les gens sortaient, et puis eux se réunissaient derrière l'hôtel, et puis ils commençaient à se faire des joints, et fumaient. Alors vraiment, ça, Madai Shimaru a été vraiment implacable avec cette histoire.
Voilà, ça, c'est à propos des préceptes, des cailles, mode de vie. C'est vrai, hein. Tu as fait presque le tour. Bon, on a tout vu. Et il est midi moins 20. Vos questions, je crois que ça serait peut-être le plus intéressant maintenant, c'est que ça ne soit plus un monologue comme jusqu'à maintenant, mais vos questions. En tous les cas, moi, il me semble que pour pratiquer la voix, aussi, la compréhension juste, hein, qui vient en premier dans le bouddhisme Theravada, c'est important. Parce que si on comprend bien tout ça, si on a une vision globale de tout ça, ça va permettre de s'appliquer dans notre pratique d'une manière harmonieuse, en se rendant compte comment les choses s'interpénètrent, sont interdépendants, et que donc, il n'y a pas à donner une priorité à quelque chose, sinon que moi je dirais priorité au zazen, parce que c'est la racine qui permet tout le reste. Mais à part cette priorité à donner au zazen, je pense que tous les autres embranchements de l'octuple sentier doivent être réellement pratiqués de front, pratiqués ensemble. Voilà. Alors maintenant, ayant exposé tout ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires de votre part? Oui. L'idée de cet atelier, c'était de faire le lien entre l'octuple sentier et les 6 paramitas. Oui. Donc, il y a une présentation des 8 paramitas. Oui, des 6. Pardon, des 6 paramitas précédemment, de l'octuple sentier. Quel lien on fait entre les deux? Et comment, en pratiquant les 6 paramitas, on pratique aussi l'octuple sentier? Voilà, alors c'était une bonne question, ça va compléter ce que j'étais en train de faire. Dans les 6 paramitas, je vous rappelle que c'est voilà, le don. D'ailleurs, je vais compléter mon tableau parce que là. Roland, qui sont là. Oui, bon, elles sont là. Et, mais je voudrais essayer de les remettre là. Donc, dans les 6 paramitas, à propos de Jo, la méditation, c'est 2 paramitas. Paramita de la méditation et de l'effort. Alors on va dire maintenant, ça c'est l'octuple sentier. Et maintenant les paramitas. Dans les paramitas, donc, dans les 6 paramitas, la méditation et l'effort sont arrangés ici. Donc, méditation, ça correspond à dhyana, à la concentration, là, donc méditation. Et l'effort ou énergie. Avant de faire ça, non, je vais continuer de cette manière-là. Donc, méditation et effort, c'est les 2 paramitas sur les 6 qui sont à rapprocher des 3 derniers aspects de l'octuple sentier, l'effort, l'attention et la concentration. La sagesse, dans les paramitas, il n'y a qu'une seule paramita, c'est la sagesse, il n'y en a pas d'autre. Et à propos des préceptes, dans les préceptes, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la parole, l'action, le mode de vie, dans les paramitas, on va retrouver le don. Le don et les préceptes, je vous rappelle que c'est les 2 premières paramitas, don et préceptes. Mais il y a aussi la patience. La patience, il faudrait la mettre un peu partout, parce qu'il faut de la patience dans tous les domaines. Mais je pense que ça va plutôt ici. Alors, est-ce qu'on a les 6 là? On a 3, et 2, 5, et un 6. On a les 6 paramitas là. Ça va? Ça répond à ta question? Alors, qu'est-ce qui se passe? La bonne question, ça serait de se demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas resté avec l'octuple sentier? Pourquoi on a voulu passer aux 6 paramitas?
Paramita, étymologiquement, ça veut dire ce qui permet de passer sur l'autre rive. Paramita, c'est ce qui permet de traverser. Alors, l'octuple sentier aussi, puisque l'octuple sentier, c'est la voie du nirvana. C'est la voie de l'extinction des causes de la souffrance. Dans les paramitas, normalement, il y a plus l'aspect de tourner vers les autres. C'est la raison pour laquelle on met l'accent sur le don, sur les préceptes, sur la patience, parce que le don, la générosité, c'est vraiment fondamental. D'abord parce que c'est une pratique qui permet de lâcher prise avec son égoïsme, son égocentrisme. C'est ce qui permet d'aider les autres, parce que donner, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas seulement donner des biens matériels, c'est donner de l'attention, du temps, de l'aide, de toutes sortes de formes d'aide. Donc le don est fondamental dans la pratique des bodhisattvas. Ça, c'est la pratique des bodhisattvas. Les préceptes, ça reste valable dans les deux écoles, parce que les préceptes, c'est la base. Les préceptes, ça veut dire mener une vie éveillée, une vie qui ne contredise pas, concrètement, l'éveil de zazen et la sagesse même. Voilà. Quant à la patience, elle est absolument fondamentale, parce qu'il faut de la patience dans tous les domaines. Il faut de la patience pour continuer le zazen, pour ne pas bouger par exemple. Il faut de la patience pour approfondir sa compréhension, pas se contenter d'une compréhension superficielle, mais vraiment approfondir. Il faut surtout de la patience pour tout ce qui est de l'ordre de l'action, les paroles, actions et modes de vie. C'est là que la patience est le plus importante, parce que c'est là qu'on a le plus l'occasion de se heurter à des obstacles et donc de devoir patienter, c'est-à-dire de lâcher prise avec une certaine forme d'égocentrisme, mais aussi la patience, c'est par rapport au temps, par rapport à la durée. On veut tout de suite. C'est typique de notre époque, ça. Je veux tout et tout de suite. À Nice, c'est épouvantable. Si vous ne démarrez pas au quart de tour au feu, vous vous faites klaxonner. Tout le monde est impatient. On sent qu'il y a une espèce de fébrilité. Vite, vite, vite. Pour aller où? Moi, ça me fait toujours penser au sketch de Raymond DeVos, la ville où tout le monde court. Où courent-ils? À leur perte. Donc, l'impatience, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans la vie quotidienne. Voilà, c'est sans arrêt comme ça. Et ça génère alors de la violence, de l'agressivité, ça génère toutes sortes de choses, des accidents, enfin bon. Donc la patience, c'est une vertu, à mon avis, qui est nécessaire pour la méditation, pour approfondir sa sagesse et pour pratiquer les préceptes, etc. Donc elle est essentielle. Et c'est curieux, on ne la voit pas dans l'octuple sentier, mais on va dire qu'elle y est de toute manière, notamment dans l'effort. Voilà, je ne sais pas si vous deviez donner une priorité à ces différents aspects de la pratique de la voie, laquelle vous mettriez. Moi, je vous ai donné ma réponse, c'est la méditation en premier, mais après tout le reste, ça va ensemble. D'accord? Bon. Oui. L'autre fois, sur la vidéo d'avant, j'étais pas là, mais je l'ai vu sur Internet, Oui. vous avez dit que l'octuple sentier, c'était la voie des Arhats. Des arhats, Ouais. et les paramitas, la voie des bodhisattvas. Oui. Mais comment, puisqu'en fait tout s'imbrique, pourquoi certains vont choisir le petit véhicule, pourquoi d'autres le grand véhicule? Rappelez que dans le zen, qui est le grand véhicule, souvent, mentalité petit véhicule. Et je me dis, des fois, il y a des gens qui pratiquent le zen, même qui sont engagés, très engagés en pratique, et que je trouve avoir une mentalité très petit véhicule. C'est-à-dire, ils sont concentrés sur leur propre pratique et ils n'ont pas tellement de préoccupations pour les autres. C'est moi d'abord. Et ils se sentent vite dérangés par les autres. Il y en a même qui en arrivent à pratiquer zazen chez eux parce que ça les évite le dérangement d'aller jusqu'au dojo, d'être éventuellement dérangés par les gens qui toussent, qui bougent en zazen. Non, je vais tout seul, je suis beaucoup mieux. Donc il y a beaucoup de mentalité petit véhicule un peu partout. Parce que simplement, c'est l'égoïsme. Et c'est justement ça qui... Alors, je ne devrais pas dire ça parce que du coup, c'est péjoratif. On dit péjoratif, voilà, le petit véhicule, c'est égoïste. Ben, c'est vrai quand même que dans le petit véhicule, c'est le sauf qui peut. C'est vraiment
la priorité absolue, c'est de sortir du samsara. Le samsara, c'est le monde dans lequel il y a de la souffrance, et dans le petit véhicule, ce monde de souffrance, c'est la vie terrestre, le monde dans lequel nous sommes. Donc le but, c'est de ne plus renaître dans ce monde. Hein, ne plus renaître dans ce monde. Et donc, je pense que c'est une espèce de... Comment dire? Nietzsche aurait parlé de nihilisme, hein, c'est-à-dire une négation de la vie au fond, hein, une espèce de fatigue par rapport à la vie. On a envie de ne plus vivre dans ce monde. Un petit peu comme les gens déprimés, hein, ça suffit, il y en a marre, on veut passer à autre chose. Et donc, on n'a pas la force ni la confiance dans le fait qu'on peut changer la vie dans ce monde en pratiquant la voie. Et donc, le but, c'est vraiment, surtout, ne pas renaître. Hein. Après ma mort, surtout, j'espère ne jamais revenir sur Terre. Voilà. Et donc, ça, c'est une mentalité qui est assez répandue, et notamment en Inde. Et ce n'était pas seulement propre au bouddhisme, comme vous le savez. Les hindous, avant, c'est venu avec la pensée aryenne, hein, les invasions aryennes en Inde. Il y avait déjà, les Aryens avaient une croyance dans les renaissances, et en même temps, donc, développant leur religion dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a vraiment aussi, comme dans le bouddhisme des origines, donc cette idée qu'il faut atteindre le nirvana et ne plus revenir sur cette terre. Donc cette espèce de nihilisme, au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire de rejet de la vie. Hein, rejet de la vie, en tous les cas de la vie sur terre. Et en plus, comme le nirvana, personne ne sait ce que c'est, au juste, et que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand on demandait au Bouddha de parler du nirvana, il disait que c'est la seule façon positive qu'il avait, enfin positive, ou claire, enfin de l'évoquer, c'était la cessation des trois poisons, l'avidité, la haine et l'ignorance. Ça, c'est le nirvana. J'adapte tout à fait cette vision, parce que ça veut dire que le nirvana est réalisable immédiatement, ici et maintenant, à condition de se débarrasser de ces émotions ou ces modes de pensée erronés qui conduisent à l'avidité, à la haine et à l'ignorance. Donc, il y a, si vous voulez, donc j'ai dit, il y avait d'abord la raison pourquoi il y a deux véhicules. D'abord, c'est une question culturelle, mais il y a aussi une question de mentalité. Et alors ça, cette mentalité, c'est probablement lié à un karma ancien, je ne sais pas, toutes sortes de conditionnements, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a des gens qui ont vraiment une mentalité de vouloir s'en sortir d'abord, ne sont pas très préoccupés par les autres, et même dans la spiritualité, où on parle d'amour, de faire du bien au prochain, d'être dans la compassion, eh ben, c'est pas ce qui les motive vraiment. Parmi les catholiques aussi, il y a beaucoup, ils pratiquent, mais c'est vraiment, ils veulent gagner le royaume des cieux, ils veulent, voilà, éviter l'enfer, mais c'est vraiment pour soi. Hein. Et alors on a beau prêcher et dire qu'il faut s'aimer les uns les autres, on ne trouve pas, même dans le catholicisme, beaucoup d'amour du prochain, en définitive. Et dans le bouddhisme, on a un peu le même problème. Hein, c'est vraiment cette dimension de l'amour, de la compassion, c'est pas si évident, parce que ça rencontre la résistance de l'ego, qui, l'ego, c'est moi d'abord, voilà, c'est comme ça. Et c'est exactement ce que combat la pratique de Zazen, de deux manières, pas seulement en prêchant les vœux de Bodhisattva, les préceptes, mais surtout en dénonçant l'illusion de l'ego. Parce que abandonner l'ego, si on pense que l'ego c'est quelque chose de réel, de substantiel, et que c'est ça qui compte, alors on développe une forme de philosophie égotiste. Hein, et ça existe dans les courants philosophiques, il y a eu des courants qui sont très, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais enfin qui sont axés vraiment sur le développement de la personne en tant qu'ego. Hein. Le développement personnel aussi. C'est un petit peu cette tendance-là. Hein. Le bien-être, le développement personnel, c'est, voilà, moi d'abord. Et une petite question. Oui. Est-ce que dans notre monde conditionné, donc, on n'a pas vraiment un petit peu besoin de l'ego quand même? Alors, tu as raison. C'est l'occasion de dire qu'il y a un bon ego. Parce qu'il ne faut pas confondre. L'ego, c'est d'abord avoir un certain sens de notre identité personnelle et une personnalité construite, stable. Et ça, c'est nécessaire. Tout le monde a besoin de ça. Et quand on éduque des enfants, il faut veiller à ce qu'ils développent un ego équilibré. Hein, voilà. Donc c'est nécessaire. On est bien d'accord. Mais ce qui ne va pas, c'est que souvent on a mis pour développer
cet ego, on a mis trop d'énergie à se différencier des autres. L'ego s'est affirmé par l'opposition. D'ailleurs, chez les enfants, ça se manifeste vers l'âge de 2-3 ans, quand ils commencent à dire non, à être dans l'opposition, aux parents, etc. Parce qu'ils veulent affirmer leur identité et ne pas se laisser envahir par les désirs des autres, les volontés des autres. Donc il y a une espèce de volonté comme ça de faire barrage et donc créer la séparation. Ça aussi, c'est nécessaire d'une certaine manière. Mais si ça prend trop de place, ça devient... moi, je compare toujours ça à l'histoire de la peau. On a tous besoin d'avoir une peau pour emballer nos organes. Mais si cette peau commençait à se durcir, peu à peu devenir une sorte de carapace, hein, comme chez certains insectes dans la métamorphose, d'un seul coup, on se réveille le matin et on n'a plus une peau souple qui permet de bouger, mais on est dans une carapace ou une armure, on ne peut plus bouger. Bon, ben c'est ça l'ego. L'ego au sens de l'égocentrisme, le défaut de l'ego, trop d'ego. Et alors ça développe aussi évidemment l'avidité et la haine, parce que tout ce qui me menace, je le déteste. Et alors on est dans la compétition, la rivalité, et ça peut aller jusqu'à la bagarre, mais ça peut aussi les conflits, les guerres, les luttes de classe, etc. Tout ce qui est de l'ordre du conflit est lié finalement à un attachement excessif à l'ego. Donc il faut avoir un ego souple et mettre des schémas. Au début, quand je l'ai entendu prononcer ça pour la première fois, ça m'a frappé. Il parlait du bon ego et du mauvais ego. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, on a souvent tendance à considérer, quand on pratique le bouddhisme, que l'ego, c'est mauvais, quoi. Et non. Et il faut que l'ego se transforme de manière à justement être un outil pour la voie. Hein. Donc, être clairvoyant, avoir une certaine sagesse, à développer finalement tous les aspects de l'octuple sentier. Hein. L'ego, c'est ce qui permet l'effort, par exemple. C'est aussi un point intéressant. On dit, en zazen, on abandonne l'ego. Mais en fait, c'est notre ego qui nous amène au dojo, déjà. C'est l'ego qui a le discernement de se dire, c'est bien de pratiquer zazen, c'est bon. Et donc, on décide de faire zazen et d'aller au dojo. C'est l'ego qui fait l'effort aussi pour venir au dojo. Au début, quand on s'assoit, on utilise son ego au sens de cette conscience personnelle pour prendre la bonne posture. On est toujours dans le mode de fonctionnement du mental, hein, dualiste. Là, il y a une bonne posture et une mauvaise posture. Il faut prendre la bonne posture. Et ça, c'est l'ego qui est capable de discerner le bien et le mal, le bon et le mauvais, qui l'indique. Hein. Mais, comme je le rappelle très souvent, au cours du zazen, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans une pratique consciente et volontariste. Il faut arriver à ne plus faire... On ne fait même plus zazen. L'expression faire, on ne fait même plus zazen. On est en zazen, point final. Et donc, sans ego, sans volonté personnelle, hein, au-delà de l'ego. Mais il y a les deux étapes. Et donc, le côté bon ego, c'est l'ego qui veut pratiquer de façon juste, et qui fait tous les efforts pour y arriver. D'accord. D'autres questions? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, plutôt qu'une destruction de l'ego, je pense que c'est peut-être un peu les Occidentaux qui ont traduit ça comme ça, ce ne serait pas plus nous amener à comprendre qu'on n'est pas seulement l'ego, mais bien plus que ça? Oui, développer ce qu'on appelle le soi, avec un grand S, c'est-à-dire un ego beaucoup plus vaste, un ego qui inclut tous les êtres. Et est-ce que, une petite question, dans votre bouddhisme... Tu dis dans votre bouddhisme? Non, dans votre, je veux dire dans le courant plutôt zen. Oui, zen, d'accord. Justement, le soi, avec un grand S, est-ce qu'il c'est vraiment... Il y a une existence en soi et pour soi, ou il n'est pas aussi conditionné à tout le reste, finalement? Donc, il n'a pas vraiment d'existence propre? Ou est-ce qu'il a de l'existence propre? Non, il y a une existence propre, mais qui est très relative, qui n'est pas substantielle. Voilà. Et donc, dans ce corps, mon corps, là, il a une forme particulière, il n'est pas en fusion avec les autres corps. Il y a une peau qui crée la séparation. Néanmoins, ce corps ne pourrait pas survivre plus de 3 minutes si je ne pouvais plus respirer. Donc, il y a besoin de cet échange avec l'extérieur, constamment. La nourriture, et puis on sait en même temps que chez les êtres humains, les échanges au niveau de la parole, c'est fondamental. Je vous avais rappelé la dernière fois cette expérience en Prusse, hein, où l'empereur de Prusse a voulu savoir quel était le langage originel de l'humanité. Il a mis 100 enfants
sans bébé, on les nourrissait bien, on s'occupait d'eux comme il fallait, mais on ne leur parlait pas. On voulait savoir au bout de quelques temps quel était le langage qui allait surgir. Voilà. On verra le langage originel de l'humanité. Pas un langage transmis, mais un langage qui vient spontanément. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous morts. Bien nourris, bien soignés. Pas de parole, ils sont morts. Mais au bout de combien de temps ils sont morts? Comment? Au bout de combien de temps ils sont morts? Je me rappelle plus. 5, Mais, 6 ans? mais non, au bout de quelques mois. Ok. Ah oui, quelques mois. En quelques mois, ouais, ouais. Non, ça m'émeut toujours quand je pense à cette histoire, c'est horrible. Ça a été vu dans les orphelinats en Roumanie. Ça a été observé. Comment? Ça a été observé dans les orphelinats en Roumanie. Ah ouais? Et parce qu'en fait, le cerveau, il se vidait, enfin, il ne se remplissait pas. Donc, c'était le vide. Et après, ça amène à... Puis dans la parole, il y a toujours une dimension affective Ou aussi, la folie. une dimension de relation. Nous sommes des êtres de parole, et donc c'est pour ça que moi je me méfie beaucoup aussi des gens qui préconisent les retraites en silence, le silence absolu, le silence total. Moi, on m'a parfois demandé ça, on m'a dit pourquoi on ne ferait pas des séchines en silence. Moi je ne suis pas pour le silence, parce que le silence c'est quelque chose de mortel dans le silence. On est pour échanger, mais il faut trouver le bon moment pour échanger, il faut trouver des moments de silence et des moments de parole, comme on fait dans les séchines. On mange en silence, on fait zazen en silence, on pratique le samou normalement en silence. Hein. Le samou, ce n'est pas le dernier lieu où on parle. On ne veut pas qu'on épluche les légumes puis on en profite pour discuter une bavette. On doit le faire en silence, on se concentre en silence. Mais il y a d'autres moments entre les zazen, les moments de repos, les loisirs, le bar, la buvette est ouverte, etc. Le café, où on parle. Donc l'idée qu'il faudrait jamais parler, retraite en silence absolu, comme ça se fait dans le Theravada, les retraites de Vipassana, moi je ne suis pas pour. Bon, c'est pas grave, hein, 3 semaines de retraite en silence, ça ne va pas tuer quelqu'un. Ce qui me paraît beaucoup plus important par rapport à la parole et au silence, c'est avant de parler, de se demander si ça vaut la peine de prendre la parole. Quoi. Pourquoi je veux parler? Et si c'est parler pour s'imposer, pour se rendre intéressant, pour attirer l'attention sur soi, ou pour critiquer, enfin on a parlé de la parole juste tout à l'heure, dans ce cas-là, il vaut mieux le silence. D'autres questions? On va terminer sur le silence alors. Voilà, ben c'est très bien, il est 12h05. On termine pas trop tard. Simplement, pour prochains ateliers d'Arma, je réfléchis, je vais voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à poser des demandes. Hein. L'atelier d'Arma, c'est pour permettre d'un exposé un peu synthétique, comme ça, chose que je ne peux pas faire pendant la coussette dans Zazen. On n'a pas l'esprit à ça en Zazen, on n'est pas là pour réfléchir de manière consciente, et on ne peut pas en plus faire de dessin sur le tableau, mais moi je pensais peut-être à parler de l'interdépendance, et notamment sous l'angle des 12 inen, c'est-à-dire le cycle, hein, les 12 causes interdépendantes, ce qu'on appelle la roue de la vie. Hein. Les Tibétains en parlent beaucoup, dans le Zen un petit peu, pas tant que ça, c'est intéressant de le... Mais là aussi il faut un dessin pour le coup, hein. Vraiment... Voilà. Ok. Bon week-end. Bonne Pâques.